Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Le Point Gaming numéro 2. La deuxième émission qu'on a faite depuis le début de ce Point Gaming. Aujourd'hui, Le Point Gaming, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui est présente tous les mois, tous les premiers mercredis du mois. Et avec moi, j'ai un très bon compagnon qui est présent ici, Quentin Cassio. Quentin, comment vas-tu? Eh bah, écoute, Kevin, ça va très bien ce soir, hein. Heureux d'être de retour, hein, pour l'animation de ce soir, quelque part. Ouais. Programme de la soirée, Kevin. Programme de la soirée, effectivement. Donc, du coup, en premier sujet, nous avons déjà une petite interview avec notre très cher coach de la Ligue Corpo, avec notre très cher Shaq Nicholson. En deuxième sujet, nous aurons le sujet que vous avez déjà apprécié pendant la première mission avec la Ludundare, avec les intervenants Anthony Froissant et Tristan Tabanou. En troisième sujet, nous aurons la présence de Hugo Gédio, l'un des plus grands influenceurs sur LinkedIn par rapport au gaming et à l'e-sport. Et tout ça va être très intéressant. Et est-ce qu'on devrait commencer? On va commencer tout de suite, hein, avec donc notre premier invité, comme tu le disais, Shaq Nicholson. Alors, Shaq Nicholson, c'est entre autres, mais avant tout quand même, le coach de l'équipe Ligue Corpo de OnePoint. Donc, il a pu nous accompagner en fait tout au long du premier split, donc depuis le début d'année, tout au long du deuxième split. Bon, entre autres, il a aussi été coach et analyste pour différentes équipes de League of Legends, tout simplement. Donc quelqu'un avec un certain pédigré quand même. Est-ce que Shaq, tu nous entends? Et oui, je suis là. Bienvenue Shaq. Bienvenue Shaq, Merci, comment vas-tu? merci. Comment ça va depuis à distance de ton côté? Eh ben ça va super, au chaud. J'aurais bien aimé être sur le plateau, mais c'est vrai que je suis chez moi là, donc voilà, peut-être à une autre occasion, je pourrais être sur le magnifique plateau d'ailleurs, hein, qui a l'air très sympa, hein. Merci Donc, beaucoup, on a essayé de ce serait avec grand plaisir. Ah, Plaisir. quand tu veux, on t'accueille quand tu seras disponible à n'importe quel moment. Du coup, est-ce que tu veux poser la première question? Je te laisse poser la première question. On va poser la première question déjà. Est-ce que Shaq, tu es satisfait de la présentation qu'on t'a faite? Est-ce que tu auras des choses à rajouter peut-être? Non, je pense que c'est pas mal. Ouais, j'ai pu faire différentes équipes et puis là actuellement on équipe l'équipe de la Ligue Corpo, bien entendu, One Point. Donc ouais, non, bon, le pédigré, ça fait un petit peu, c'est un petit peu Toujours être élogieux de décalé, tes mais invités. pourquoi pas, j'accepte. Ça me va. Donc, qu'est-ce que je voulais... Ouais, première question. Qu'est-ce que tu penses déjà de la Ligue Corpo, de l'initiative? Comment tu as pu t'intégrer en fait à cette équipe? Faire monter aussi des personnes en fait qui sont des individus, les faire monter dans une équipe. Est-ce que ça a été simple, compliqué? Comment tu t'y es pris? Bah, déjà, je trouve l'initiative très, très chouette. Moi, pendant mes études, j'ai pu avoir des alternances, des choses comme ça. J'ai bossé pendant plusieurs années dans une même boîte, donc une société de services informatiques aussi. Et j'avoue que pareil, si j'avais entendu qu'il y avait des choses comme ça dans la boîte, peut-être que j'y serais encore aujourd'hui. Heu, mais c'est une initiative très cool. Je trouve que l'ambiance est très chouette. Globalement, on est tous ensemble, à essayer de donner le meilleur de nous, mais en même temps, il y a quand même une bonne ambiance, les gens s'entendent bien et cetera. Donc c'est c'est très chouette à suivre et globalement, à faire vivre et en plus, bah, globalement, amener des gens qui se connaissent plus ou moins parce que, bah, il y a des gens qui sont, je pense par exemple à Corentin qui est de Lyon. Je suis pas sûr que enfin, tu pourras nous le dire Quentin, mais je suis pas sûr que de base, vous connaissiez ou vous parlez déjà beaucoup avant. Donc faire a amener des joueurs qui se connaissent pas forcément ensemble à créer un groupe, bah, c'est un challenge au final qu'on rencontre déjà en tant que coach sur le jeu parce que la plupart du temps, on se retrouve avec des joueurs, un qui vient du Portugal, un qui vient de Paris, l'autre, qui vient de je ne sais où, et voilà quoi, on doit, créer des liens avec, tous ces gens-là, donc on revient un peu sur la même chose en fait, dans la Ligue Corpo, quoi.
Yes, complètement. Bon, comme tu as pu le dire tout à l'heure, en effet, il y a beaucoup de joueurs avec qui bah, je peux jouer aujourd'hui que je ne connaissais pas en fait avant cette initiative. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir cette opportunité-là au sein de OnePoint. Ça permet vraiment d'ouvrir les communautés, etc. Et puis d'apprendre en fait à travailler avec d'autres expertises au-delà de ça. Et puis le travail en équipe, ça reste quand même une base du monde de l'informatique aujourd'hui. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. Totalement. Moi, du coup, moi, j'aurais une autre question pour toi, Shaq. Moi, du coup, je suis plutôt vraiment en extérieur de ce côté-là. Quentin, effectivement, tu le disais, il joue dans la partie des corpos avec d'autres personnes et tout et tout. Moi, je voudrais voir de ton point de vue, en coachant l'équipe de Elite Corpo et en coachant des personnes qui, du coup, sont des équipes e-sportives. Est-ce que tu vois des grosses similarités ou plutôt même à l'inverse, est-ce qu'il y a des grosses différences qu'il y a entre deux équipes de ce type-là? Euh, Ouais, il y a des similarités forcément. Bah, en fait, dès qu'on parle d'humain, globalement, on va retrouver les mêmes choses. Il y a toujours des personnes avec des plus forts caractères, d'autres qui peuvent avoir tendance à râler, et du coup, d'autres qui justement disent rien, se laissent trop faire presque. Et je pense que c'est le boulot d'un coach, c'est justement bah, de faire en sorte qu'il y ait un bon équilibre. On peut pas non plus complètement changer la façon, enfin, comment les personnes agissent, mais quand il y a des choses un petit peu qui peuvent être problématiques quand on est en groupe, bah, on les corrige. Et ça, en fait, bah, qu'on est dans une équipe pro ou dans une équipe amateur, bah, on retrouve un peu les mêmes problématiques. Euh, Bah, la différence, je pense, la principale différence, c'est plus par rapport aux disponibilités dans la semaine de chacun pour se retrouver, pour faire des entraînements, des choses comme ça. Là où quand on est une équipe pro, bah, les joueurs sont payés à faire ça. Donc en soi, si on a dit que c'était mardi, mercredi, jeudi, les entraînements, bah, ils sont là mardi, mercredi, jeudi et point barre, quoi. Enfin, il y a pas de ouais, moi j'ai une soirée, j'ai un machin, j'ai un ci, voilà. C'est par rapport à ça, mais forcément, je peux pas en tenir rigueur à une équipe amateur parce que bah, voilà quoi. Enfin, c'est plus un passe-temps avant tout. Il y a pas de, il y a aucun objectif réel, on va dire derrière quoi. Ok, cool. Peut-être une dernière question pour toi. Je ne sais pas si Kevin en aura d'autres, mais comment toi, par rapport à l'équipe, tu gères la difficulté en fait d'être meilleur que tes joueurs? Parce que techniquement, d'habitude, quand tu coaches des joueurs professionnels, généralement, ils ont un niveau qui est au moins similaire, voire parfois meilleur que le tien. Comment tu gères toi par rapport à ça, la frustration de te dire, si ça avait été moi, j'aurais pu faire mieux. Bah, ça, enfin, ça c'est un peu la question qu'on pourrait poser en fait à un prof qui enseigne les maths, bah, soit à la fac, soit bah, en école, genre en sixième, voilà. Dans le sens où bah, si un prof il s'énerve parce que son élève de sixième il n'arrive pas à faire une multiplication, bon c'est quand même bizarre. Mais il va pas non plus soulever la table et renverser la chaise de l'élève, quoi. Donc ça, c'est plus de la pédagogie qu'autre chose. J'ai déjà coaché plein de gens aussi en donc en individuel, qui sont bah, du même niveau, voire moins forts même que la Ligue Corpo. Donc ça change pas grand-chose. J'ai pu faire un projet aussi avec un streamer en début d'année, Sixen, pour peut-être ceux qui le connaissent, Oui. où j'ai coaché du coup une équipe qui était comme ça, de platine diamant à peu près comme niveau. Donc on est quasiment à peu près sur la même chose hein, en Ligue Corpo. Euh, et, euh, et ça s'est bien passé aussi. Et je pense que c'est vraiment plus de la pédagogie que de se dire par ego, moi je suis meilleur donc j'aurais pu mieux faire. Et, euh, et par rapport aux joueurs professionnels, souvent en fait les joueurs sont bien au courant que bah, le coach peut être moins fort en clic, on va dire, mais il va avoir cet aspect de réflexion, justement, il a plus de recul sur tout ce qui se passe dans le groupe, et du coup, bah,
Enfin, c'est comme ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui vont se dire: «Ouais, bah, je suis meilleur que le coach, j'ai un meilleur niveau sur le jeu que le coach, donc en gros je l'écoute pas» ou quoi que ce soit. Je pense que un joueur qui pense de cette façon-là, il ira pas bien loin. Parce que ça veut dire que pour lui, il connaît déjà tout, alors que personne n'a le savoir absolu. Pas même les coachs d'ailleurs. Très bien, bah, du coup, effectivement, moi j'avais oublié il y a aussi une petite question supplémentaire. Du coup, pour une nouvelle personne, une personne qui vient vraiment nouveau dans le domaine de l'e-sport et de vouloir coacher des personnes dans différents jeux e-sport, que ce soit League of Legends ou d'autres, est-ce que tu aurais des petits conseils sur bah, justement comment être un bon coach, comment gérer bah, justement des équipes, quels seraient les petits tips que tu donnerais à des nouvelles personnes qui seraient intéressées par le coaching ou voire même, qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune comme tips pour bien coacher? Ah, je le dirais pas forcément à moi, mais je dirais déjà c'est de se spécialiser dans un jeu. Enfin, ça sert à rien d'essayer de vouloir coacher, sur, différents jeux parce que souvent, il faut du savoir. Donc, faut être passionné déjà de 1. Faut toujours essayer d'apprendre. Je pense que ça, c'est important. Moi, sur les années, au final, je fais ça depuis 2019 à peu près et j'ai beaucoup aussi appris des autres, donc et des joueurs, d'autres membres de staff, qui étaient avec moi, que ce soit des coachs, mentaux, des coachs de performance, des joueurs. Je pense que c'est toujours être à l'écoute. C'est une chose très importante et il faut être patient aussi. Ok, Parce que faut pas s'attendre à ce que demain, on devienne coach pour, la meilleure équipe du monde. Commencez par, coacher des amis. Peut-être que vous leur donnez deux trois conseils, parce que vous avez regardé plusieurs personnes et au final vous avez compris des choses et bah, vous les aidez. Puis au fur et à mesure, bah, vous trouvez une petite équipe, de joueurs, plutôt amateurs et puis au fur et à mesure vous montez, vous prenez en expérience. Vous allez vous rétamer des fois, c'est pas grave. Je me suis rétamé aussi. Et le tout, c'est de se relever et d'apprendre de ses erreurs et puis au fur et à mesure, les marches montent et puis on arrive à être en capacité de gérer des équipes, plus importantes, tout simplement, je pense. une petite question bonus. Tu n'es pas obligé de répondre. C'est vraiment la petite question qu'on aime bien poser, histoire de bah, un peu pimenter les choses. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes en tant que coach, un peu marrantes ou un peu particulières, un peu bizarres, qui seraient arrivées sans donner de nom, ou alors tu fais ce que tu veux, c'est vraiment, on te laisse totalement le choix de le faire. Arrête une petite anecdote. Je vois à ton sourire que tu as une idée en tête, bizarrement, donc Ah bah, il y en a en fait, c'est qu'il y en a tellement, j'ai pu côtoyer, tellement de joueurs, différents et des joueurs qui sont aussi très, très forts, hein, pour le coup, qu'on voit dans de belles équipes. Et puis, bah, par exemple, j'ai eu un joueur, c'était la première équipe que je faisais qui était, où on s'est qualifié en division 2, donc pour passer en LFL et bah, c'est un joueur en fait qui s'était pas réveillé et mais il était, 17 h quoi. Mais il s'était pas réveillé. On a essayé de le contacter et du coup au final, enfin moi à ce moment-là j'étais analyste et du coup c'est le coach qui est rentré sur le terrain, qui a joué une magnifique Leona. Je sais pas si jamais il regardera ça, mais un petit big up à Supernova et puis on a gagné la partie. Voilà, donc ça c'était quand même incroyable où au final, bah, on a gagné une partie avec le coach, bah, dans la partie alors que peut-être qu'il a un niveau, diamant quoi, en support quoi. oui, d'accord. Donc voilà, ça c'est la petite anecdote sympa, plutôt positive où aussi j'ai pu avoir une équipe où, on a réussi à se qualifier, en play-off, en Div 2, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Bah, en partie grâce à un jungler en face qui n'avait pas acheté son item jungle au début de la partie. Ah ouais. Donc il s'en est rendu compte après avoir tué son son 1er camp. Donc il a eu un retard assez conséquent et bah, forcément, ça donnait un avantage, certain
qui nous a permis de nous qualifier notamment pour les 10 playoffs qu'on a parlé tout à l'heure. Incroyable. Donc voilà. En tout Bon, et cas, puis il y en a d'autres, il y a des trucs aussi un petit peu plus. Bon, voilà. on en regarde sur mais, le tapis pour une prochaine mais on fois. envoie des choses. Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Chad Nicholson, pour ton intervention vraiment incroyable. Et j'espère encore une fois que la suite de l'aventure va très bien se passer dans les corpos avec l'équipe OnePoint. Je te remercie beaucoup pour cette interview. Du Merci à coup, vous. est-ce que tu veux faire une petite publicité pour tes réseaux sociaux, pour ta chaîne, ce genre de choses? Bah, si vous voulez, vous pouvez me retrouver sur Twitter, surtout, ou Shaq Nicholson, comme Jack Nicholson, hein, la référence, mais à la place de Jack, Shaq, S-H-A-C. Parfait. Nicholson. Merci beaucoup, Shaq. On se dit à une Merci à prochaine, vous. sûrement à la prochaine partie de Ligue Corpo. Donc du coup, Shaq Nicholson, notre très cher coach de la Ligue Corpo de chez OnePoint. Donc du coup, encore une fois, la Ligue Corpo, tournoi intercorpo de League of Legends. Nous allons directement faire, sans transition, sujet vers le deuxième thème, qui était un sujet que vous avez beaucoup apprécié dans l'émission précédente, qui était le sujet de la Ludum Dare, avec l'intervention de Anthony Froissant et de Tristan Tabanou. Jingle, s'il y a... Let's go. Tristan et... Donc du coup, comme on disait, la Ludum Dare, c'est une compétition qui permet de pouvoir développer des jeux vidéo sur un temps donné, dont, notamment sur seulement un week-end, un gros week-end. Si tu veux, je te laisse faire la présentation de cet événement. Donc la Ludum Dare, c'était, oui, comme tu le disais, un événement sur un week-end. Donc c'était 3 jours, si je ne dis pas de bêtises. Ça devait commencer le vendredi soir et finir le lundi soir. Donc 72 heures, si toutefois mes maths sont correctes. Et donc du coup, beaucoup de travail en fait pour une équipe de 4-5 personnes. Donc suivant les équipes. Et l'objectif, donc, créer un jeu vidéo rapidement. Souvent qualitatifs, et j'ai pu en tester, et je peux affirmer qu'ils sont qualitatifs. Et donc avec à chaque fois une thématique. Alors cette fois, si je ne dis pas de bêtises, c'était espace limité, quelque chose comme ça. Et donc, on peut commencer par présenter nos chers invités. Effectivement, on peut dire bonjour à Anthony Froissant et Tristan Tabanou. Bonjour à vous, comment allez-vous, messieurs? Bonjour. C'est mieux avec le micro. Eh, on t'entend cette fois-ci. Incroyable. Ah, ça change d'après. Incroyable. C'est pour ça que je suis venu. Hein. Donc, Rien que pour ça. faut présenter Tristan parce que moi, tout le monde me connaît maintenant. Vas-y, Tristan. Tristan, comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien. Tristan, je suis designer à OnePoint et donc avec Anthony, on travaille ensemble sur toutes les game jams qu'on organise. Et voilà, donc à la fois on contribue à permettre aussi à différentes personnes à OnePoint de venir se challenger, de challenger en design ou en tech sur cet exercice de la game jam, que ce soit une Ludum Dare ou un autre type de game jam. Et en même temps, on travaille tous les deux et on aime bien bosser aussi ensemble sur nos jeux. D'ailleurs, si on peut faire un petit appel, les designers, c'est ceux qu'on a le plus de mal à motiver. C'est une compétence qui est rare et qui est hyper importante. Enfin, chaque équipe, on a déjà fait des jeux où il n'y avait pas de designer. Ça n'a quand même pas le même goût à la fin. Donc, si des designers nous regardent et si des designers veulent participer et veulent nous rejoindre, il y en a qui ont testé, qui deviennent aussi un petit peu comme nous, accros. N'hésitez pas. Levez la main. On est toujours prêt à accueillir de nouvelles personnes. On sait que 2 designers dans une équipe, c'est pas possible par contre. Et il en faut au moins 1 par équipe. Je confirme, c'est difficile avec l'ego des designers. Anthony, est-ce que tu veux te présenter aussi? Ouais. Donc Anthony, moi je suis leader technique chez OnePoint. Mon truc c'est le code. Donc dans les jeux, c'est ce sur quoi je me concentre. On participe aussi pas mal de manière globale au game design et à tout ça. Donc un rôle un peu polyvalent, mais principalement le code. Ok, merci. Donc on en a un petit peu parlé la dernière fois.
Il y a eu 2 équipes Alors, cette saison. je te coupe. On ne va pas spécialement parler du jeu qu'on a fait sur la dernière Ludum Dare, notamment parce qu'on l'avait un peu évoqué la dernière fois. Donc là, on est venu avec on va essayer de rentrer dans les coulisses. On va faire un peu l'histoire de 2 jours, en l'occurrence, sur celui-ci. 2 jours de création. Et c'est un jeu qu'on a fait pour le Ludum Dare, en l'occurrence aussi, qui était en janvier dernier, donc en janvier 2023. Comme ça fait un peu de variété. Comme on commence à avoir fait plein de jams à OnePoint, ça permettra, pour les différents points gaming, à chaque fois on sélectionnera celui qu'on peut trouver intéressant. Donc vous avez compris, au prochain, on est encore là. Hein. On va être plus Complètement. présent que vous. Eh bien, venez donc, la place est totalement disponible. Il y a d'autres équipes, on fera venir d'autres gens. Aussi. Non. Donc, je disais, on a pu parler un petit peu du processus la dernière fois pour créer un jeu vidéo, tout simplement. On avait parlé un petit peu, si je me souviens bien, de la difficulté de mettre les équipes d'accord sur quel thème spécifique traiter. J'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de processus de création d'un point de vue un petit peu plus technique. Et en fait, avec la question qui suit, par quoi on commence quand on veut créer un jeu vidéo, techniquement? Alors, quand on veut créer un jeu vidéo, on commence par peut-être une idée. Et quand on est en jam, on va commencer par recevoir le sujet. Découvrir la contrainte. Parce que plus qu'un sujet, c'est souvent une contrainte. Donc découvrir la contrainte. Donc ça commence par beaucoup d'attentes souvent. Parce que je crois que pour le jeu qu'on va présenter, on a eu le sujet à 3h du matin, je crois. Je crois que c'était le premier où on l'a eu à 3h du matin et c'était... En tout cas, on l'a eu très tard, quoi qu'il arrive. C'était soit 1h ou soit 3h du matin. Donc c'est vrai que, comme on dit, on commence un vendredi soir, en fait, on commence surtout un samedi matin. Et comme c'est une compétition internationale, notamment la Ludum Dare, il y a des fois où on est un peu lésé en Europe. Et là, ouais, on avait eu le sujet assez tard. Et le sujet du jeu dont on va vous parler aujourd'hui, donc on a eu en janvier dernier, c'était Harvest. La récolte. C'est vaste, en même temps c'est flou. Donc ça commence par quoi? Ça commence par lister tous les mots auxquels ça nous fait penser. Donc ça peut être de manière très terre à terre, récolter. Ça peut être de manière un peu plus métaphorique. Je vais récolter des âmes, je vais récolter des choses. Ça peut être, Et donc ça commence par, on prend un tableau blanc, on écrit les mots auxquels ça nous fait penser, on essaie de rebondir dessus, on essaie de penser à des jeux qu'on connaît, qui utilisent le thème, etc. Et surtout, on essaie de s'éloigner de jeux ou de concepts trop existants et trop faciles. Donc la plupart du temps, la première idée qu'on a, c'est un truc que tout le monde va faire. Et donc dès que les jeux sont postés, tu regardes et tu as 10 000 fois des jeux où tu moissonnes des âmes. Ça ne nous intéressait pas trop. Donc je pense que c'est vraiment le tout début. Ça peut durer 1 heure, comme ça peut durer 6 heures. 4 heures la dernière fois, on a mis 4 heures. Ouais. Alors sur notre premier jeu, c'était pire, c'est qu'on avait trouvé une idée, on a été dormir et on a changé toute l'idée après. J'ai l'idée le lendemain. C'est là où tu l'évoquais, c'est se mettre d'accord. C'est arriver à convaincre chacun que l'idée vers laquelle on va est bonne. Et dans le cas de Harvest, on avait eu 2 idées. On avait eu une idée qu'on n'arrivait pas à concrétiser. On voulait faire un voyage dans le temps, on voulait faire un truc un peu dark, un peu une enquête sur sa propre On avait très mort. peur du jeu de ferme. Et on s'était dit, c'est des réponses qu'on va avoir tout le temps. C'est un univers dans lequel on ne se projetait pas énormément, donc on a essayé d'être malin. Ça ne nous a pas spécialement réussi. On voulait aller récolter des âmes. On était parti sur un jeu où on devait mourir pour revivre et puis essayer de craquer un peu le système. Alors, il faut le dire, le thème ne nous a pas du tout plu. Et c'est vrai que c'est une récurrente chez nous. Ça arrive tout le temps. Mais là, celui-ci aussi, ça va être un peu compliqué. Et tard dans la nuit, d'un coup, il s'est passé quelque chose d'un peu particulier. Il y en a un de nous, je ne saurais plus dire lequel, on était une équipe de 4 plus 1, parce qu'il y a notre camarade Louis qui est venu poser la musique par-dessus. Big up Louis.
Mm. Mais il y a l'un de nous qui d'un coup s'est dit tiens, mais on pourrait faire un jeu où on se balade juste et puis on a des choses à découvrir, donc une mécanique de gameplay très contemplative. Il était tard, ça nous a tous plu. En fait, c'est à la force d'être bloqué, à la fin, j'ai dit, écoutez, on fait tout l'inverse. On va faire un jeu hyper dark, etc. Là, on fait un jeu hyper chill. Et là, tu nous as rappelé A Short Hike, et donc qui était un jeu indé sur lequel on avait tous de l'expérience. En mode vraiment, c'est chill, t'es sur une île, tu découvres tes petits secrets et tout. Et donc, tu vois, genre, on est parti dans une idée, on bloquait, on est parti à l'opposé. Et ça nous a réussi. Est-ce que j'ai mon écran qui est partagé? Donc, hop, j'appuie. Ça, on verra ça avec la régie si il y aura un retour. Alors, Et on verra ça. Donc, du coup, justement, du coup, pour l'instant, je vais parler plutôt côté technique, côté Anthony. Du coup, dans le développement d'un jeu, du coup, on a bien l'écran. waouh, Euh, c'est très très blanc. On va quand même partir sur le côté technique et développement de jeu, justement dans cette période où vraiment ça ne dure qu'un week-end, 3 jours au grand maximum. Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là? Est-ce que dans la partie développement, ça commence à devenir quand même assez pressant parce que du coup en 3 jours, pour tous ceux qui sont dans le développement, ils savent très bien qu'en 3 jours, les développements c'est quand même assez compliqué. Toi, dans ce mood-là, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu es sous pression ou est-ce que non, ça va, tu as l'habitude? À force de faire des loups d'honoré, tu as vraiment l'habitude, donc du coup c'est bon, tu es totalement chill. Ou alors il y a quand même cette part de, à voir comment ça se passait, mais on fait avec le fil de l'eau. Il y a toujours une deadline à respecter. Donc il y a forcément un moment où on se dit il va falloir cravacher. Moi, j'ai la particularité de faire le week-end complet sans dormir pour délivrer. Donc ça, j'ai pas de stress. En fait, le seul point qu'on a, c'est que c'est comme tous les projets de développement, c'est comme tous les projets dans la vie, c'est qu'il faut synchroniser des gens. Il y a des étapes qui doivent venir avant d'autres. Et là, dans un temps comprimé, dans un temps compressé sur 48 heures, c'est encore pire. C'est-à-dire que nous, on doit implémenter le déplacement d'un personnage. Le personnage, il va arriver samedi midi. Parce que Tristan, il faut qu'il ait l'inspiration pour le dessiner, On va en etc. parler. Donc, nous, en fait, on travaille beaucoup. On doit se projeter, créer des trucs. On ne sait pas si ça va servir ou pas. Et en fait, on crée les mécaniques au fur et à mesure. Et des fois, c'est quand on est en train d'attendre les assets, on implémente des choses. Et puis, on se dit, tiens, ça, en fait, ça serait une bonne idée. On y va. On a un système. Et après, on essaye de rendre ce système joli, utilisable, etc. Et on construit comme ça plein de choses. Ce qui est intéressant dans un exercice comme celui-ci, c'est qu'il n'est pas à prendre en tant que tel sur les coulisses de la création d'un jeu vidéo. Enfin, si, c'est bien les coulisses de la création d'un tout petit jeu vidéo. Mais toutes les méthodes de l'industrie, on leur marche dessus. Il n'y a plus rien qui va parce qu'on n'a pas le temps. Donc, ce n'est qu'une succession de compromis faits vite. Parce qu'on n'a pas le temps un personnage dans la réalité, on va peut-être passer des semaines à le mettre en place, à le composer. Là, il faut que ça prenne que quelques minutes. Donc là, sur l'écran qu'on partage, c'est l'historique des premiers traits qui ont été posés et qui ont donné les contours et la tendance et la sensation d'univers qu'on voulait. Donc, on était parti sur du fauchage d'âme. Finalement, on arrive avec un petit personnage qui, vous le sentez, va être plutôt mignon. Alors, je vais vous montrer un petit peu. On travaille dans Photoshop. Enfin, moi, je travaille dans Photoshop parce qu'on est, c'est un outil professionnel qu'on ne présente plus. Et sur le personnage, une fois qu'on a posé des premiers traits, on va commencer à rapidement poser aussi des tendances de couleurs et faire jaillir un petit peu ce personnage de la palette. Et on n'est pas du tout encore à se poser la question de comment est-ce que là c'est un livrable définitif. On est déjà à très rapidement brouillonner quelque chose qui va pouvoir réunir l'équipe. Donc on fait ça, on montre, on demande un peu à l'équipe comment ça se passe, ce qui se projette là-dessus, est-ce que c'est un univers qui leur plaît. On parlera peut-être une autre fois, dans un autre point gaming, d'une fois où j'avais commencé, j'étais très très fier de mon travail. Je
travaille à côté d'Anthony et j'avance. Et il y a quelqu'un de l'équipe qui passe qui fait « Ah, c'est vachement bien, c'est cool ce que tu fais. » Et qui fait « T'en penses quoi, Anto ?» Et Anto, sans même me regarder, il était en train de quoi, il fait « J'aime pas du tout. » Je regardais sur le stream en fait. Donc dans ces moments-là, voilà, faut savoir réagir. Et donc moi, il me donne ça et il me dit maintenant fais-le bouger. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Non, mais en fait, cette intention, après nous, ce que ça tire derrière, c'est le type de jeu et le type de représentation graphique. 2D et 3D, les types de challenges qu'on va avoir. Typiquement en 2D, les challenges qu'on a eu, c'est que quand le petit bonhomme, il est au même niveau que le buisson, ils sont sur le même pixel, lequel on affiche, lequel est devant, lequel est derrière. Et vous pouvez voir le nombre de jeux où il y a du clipping, il y a des choses, le petit bonhomme il passe devant, il passe derrière, etc. Donc ça, c'est les premiers challenges qu'on a dû résoudre pour avoir une solution qui n'était pas trop sale. Et c'est pareil, le petit bonhomme, là, il peut passer derrière le buisson. Mais quand il est à un certain niveau, il ne faut plus qu'il soit derrière, il faut qu'il soit devant. Enfin. Donc ça, c'est des vrais challenges techniques sur lesquels on a passé les premières heures pour faire en sorte d'avoir quelque chose qui convenait aussi à Tristan. Du coup, en même temps que techniquement, il commence à se poser des questions et qu'on essaie de trouver des réponses collectivement, bah, on avance un petit peu dans le draft et on pose l'ambiance. Typiquement, je me rappelle de ce moment-là. Je ne sais pas comment ça va rendre ou pas à l'écran, mais je sais que moi, j'étais assez OK là-dessus. Et pareil, on se pose la question de savoir si on part comme ça. Et Anthony dit, moi, je trouve que ça manque de pêche. Il y avait quelque chose qui n'était pas assez coloré. C'est vrai que d'un coup, voilà, hop, on va voir, je ne sais pas comment ça aura été ou pas rendu, il y a du avant-après sur l'écran. On voit comment d'un coup, voilà, on va rajouter un peu d'énergie dans la colorimétrie. Tout ça. Donc ça, c'est des débats d'équipe. Après, une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'eux, ils ont commencé, ils avancent. Ils sont déjà à coder des trucs. Et moi, je n'ai pas encore livré quoi que ce soit. Là, on est dans un moment où on pose des bases. Mais il n'y a que quelques heures qui sont consommées à ce moment-là. Après, il faut partir sur la vraie réalisation des assets. Et c'est ça qui va prendre un certain temps. Donc, on part de cette direction. Et on va progressivement après commencer à poser des éléments au fur et à mesure, et là qui vont être des éléments réels, qui vont prendre ou pas un certain temps, des éléments de décor. Par exemple, nous, on voit le pont, on fait on va faire une quête pour construire un pont. Donc là, on met en place un système où il faut collecter des planches, et une fois que tu as toutes les planches, le pont est fait. Donc c'est comme ça qu'on itère, c'est que Tristan pose des choses, des éléments de décor, on dit tiens, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. C'est vrai que c'est pas toujours très structuré dès le début, parce qu'on n'a personne qui était en capacité forcément de driver ça, à la différence d'un projet logiciel où logiquement on a un backlog, on a une route tracée. Là vraiment, on y va. On y va. Donc, au fur et à mesure, on va réaliser des assets. Une fois encore, comme je le disais, il n'y a rien qui se passe correctement. En vrai, n'importe quel professionnel là regarderait mon document et dirait mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Tout est mis n'importe comment, au même niveau. On n'a pas le temps. Peut-être que dans la réalité, il y a plusieurs docs qui sont faits parce qu'il faudrait que ça corresponde à une arborescence d'organisation, etc. Là, finalement, mon doc devient le seul espace d'expression dans lequel je vais rusher de l'asset et les distribuer au fur et à mesure aux développeurs. Et puis, on teste directement les choses pour progressivement mettre en place le jeu et ses mécaniques. Au final, notre jeu, à ce moment-là, il n'a toujours pas de nom. On cherche. On met souvent du temps à trouver le nom. Et on se rend compte que ça n'a rien à voir avec Harvest, en fait. On a oublié le thème, ouais. Il y a un moment où il est déjà peut-être samedi soir, tard, et en fait, notre jeu n'a rien à voir avec le thème. Et on s'en est pas aperçu. Donc, on l'a appelé notre jeu. Astuce de consultant. Regardez. En attendant, Tu l'as pas ? Exactement. Il faudrait qu'on charge la... En gros, tu es fatigué, c'est samedi, il est presque minuit, tu fais écoute, c'est le dernier jour avant la récolte. C'est ton dernier jour de vacances avant d'aller faire les moissons. Donc c'est The Day Before the Harvest. Parfait. Bien joué. Incroyable.
Ah, attendez, T'as pas le logo. j'ai pas le. Je suis en train de lancer. The Day Before the Harvest, effectivement, on l'avait vu notamment sur cette chaîne, sur la chaîne One Point Stream, justement le déroulement de cette Ludum Dare et qui a du coup justement tous les colis, les différentes équipes qui avaient développé leur propre jeu. Merci beaucoup Anthony et Tristan pour cette présentation, très instructive et vraiment très intéressante. On se dit à une du coup prochaine Ludum Dare. Vous allez y reparticiper bien sûr. Oui, bien sûr. N'hésitez pas du coup à aller chercher le jeu sur Itch. D'accord, c'est là qu'il est hébergé. Vous allez pouvoir le tester. Le jeu est donc une petite mécanique vraiment très chill d'un petit personnage que vous allez pouvoir déplacer dans le temps d'une journée. Alors une journée, c'est 6 minutes, c'est un run. Et il y a 29, c'est ça ? 31, je crois. Une trentaine de secrets. Ouais, une trentaine de petits secrets à découvrir. Peut-être qu'il vous faudra plus d'un run pour le faire, si vous voulez en tout cas tout découvrir. Ambiance très chill, notamment servie par une bande originale incroyable réalisée par Louis aussi pendant le week-end. Et en vrai, on est très fiers de l'univers musical parce qu'il y a une vraie ambiance qui vient avec le jeu. Merci Anthony, merci Tristan pour cette intervention. Merci beaucoup pour toutes les informations que vous venez de donner. Nous allons passer au troisième sujet de la soirée, un sujet qui va revenir sur l'e-sport, un sujet où on va reparler de l'e-sport aujourd'hui et de l'e-sport dans le futur. Nous allons accueillir Hugo Gédio avec nous dans cette interview. Jingle, si vous voulez. Bonjour. Bonjour Hugo, comment vas-tu? Hugo, petite présentation, tu es la personnalité gaming et e-sport numéro 1 sur LinkedIn selon le classement Favicon. Donc du coup Favicon, une plateforme qui va faire des classements sur LinkedIn sur différentes catégories. Tu es également la personnalité marketing numéro 10 sur LinkedIn. Donc déjà bravo pour tout ça, déjà rien que ça. Merci. Tu as déjà à peu près plus de 10 ans d'expérience sur le secteur du gaming. Et en plus de ça, tu as été spécialiste marketing e-sport chez Team Vitality. Comment vas-tu, Hugo, après tout ça? Eh bien, ça va super. Déjà, merci pour l'accueil. Vous avez une très belle salle, très belle émission, un public en plus. Et donc maintenant, félicitations. Voilà, qui font du bruit un peu si vous les entendez en backstage. Bienvenue, qu'il est là. Donc non, super. Ça va très bien. Merci. Ok. Donc, personnalité très influente finalement sur LinkedIn, beaucoup dans le thème des jeux vidéo. L'e-sport en règle générale, qu'est-ce que tu en vois pour le futur? Comment tu penses que ça va évoluer? Est-ce que ça va régresser? Est-ce que ça va s'avancer? Est-ce qu'on part peut-être vers une légitimité de l'e-sport par rapport au sport classique? Alors oui, complètement. Moi, je vois vraiment une évolution, en tout cas dans le monde de l'e-sport. On a vraiment des belles bases qui ont été posées maintenant depuis plusieurs années. Petite anecdote d'ailleurs, enfin en tout cas information, c'est que le mot e-sport, vraiment, on connaît le modèle de l'e-sport et des compétitions de jeux vidéo depuis 1962, donc ça fait déjà quelques temps. Mais le mot e-sport, vraiment ce mot-là, on l'a vu pour la première fois écrit en 1999. Donc voilà, on est maintenant 20 ans plus tard, on a eu un peu ces bases de l'e-sport, des clubs d'e-sport, une première structuration qui est arrivée, mais évidemment il y a encore beaucoup de travail encore à accomplir, côté éditeur, côté club, même les joueurs aussi se développent de plus en plus. Et donc voilà, ça fait aussi partie un peu de l'émission de raconter un peu toute cette histoire sur LinkedIn. Et puis au niveau de l'avenir de l'e-sport, j'ai envie de dire, je vois beaucoup de choses, hein, et puis on voit un peu dans les tendances déjà avec des clubs qui ont leur stade maintenant, enfin en tout cas des clubs qui vont avoir leur stade en 2024. Donc je pense que ça va être l'une des tendances qu'on va pouvoir voir arriver et suivre, et certainement d'autres clubs qui en auront un peu eux aussi dans les années futures. On peut parler aussi même de la scène féminine de l'e-sport aussi, qui a fait un grand pas cette année, notamment sur Valorant avec les Game Changers,
Sur League of Legends aussi, je pense à la Coupe des Étoiles, ou en tout cas de plus en plus de clubs qui ont des équipes féminines. Et moi, j'espère voir, j'ai envie de dire, alors on a eu beaucoup l'an dernier, un peu ces affrontements France-Espagne, donc vraiment ces affrontements internationaux. Et moi, j'espère voir aussi ça de plus en plus côté e-sport. Donc pourquoi pas, sur League of Legends, pourquoi pas un France-Espagne avec nos meilleurs joueurs et meilleurs coachs en France, pourquoi pas des joueurs OnePoint, hein, peut-être dans cette équipe dans quelques années. Donc non, j'espère en tout cas que ça va être dans le bon sens, mais en même temps, voilà, une vraie structuration à aller chercher sur plein de points aussi. Effectivement, et du coup, justement, tu fais une très très bonne transition avec la partie, l'équipe OnePoint ici présente. Du coup, justement, qu'est-ce que tu penses de l'e-sport? Justement, on en parlait avec Shaq Nicholson au début de l'émission, de l'e-sport inter-entreprise, dans les écoles. On essaie de ramener de plus en plus justement, de structures qui sont normalement pas vouées à l'e-sport, voire même dans le domaine du jeu vidéo, mais là on les inclut vraiment de plus en plus dans ce domaine-là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois ça d'un bon œil, ou est-ce que tu vois ça d'une bonne manière, et surtout justement, principalement, qu'est-ce que tu en penses? Alors bien sûr que je vois ça d'un bon œil, parce que ça fait un peu partie de mes combats aussi, parce que quand on décide de parler d'e-sport sur LinkedIn, eh bien on a envie de croiser aussi ces cultures, de culture du monde de l'entreprise et aussi du gaming. 5 ans en arrière, on me prenait un peu pour un fou à parler d'e-sport sur LinkedIn, là où on était vraiment sur une plateforme qui était avant tout une CV Tech, ou alors le rendez-vous des entrepreneurs, chefs d'entreprise. Donc non, je suis vraiment très content de voir un peu toutes ces initiatives, très content de voir OnePoint avec une équipe e-sport. Puis même aujourd'hui, pour un collaborateur et pour l'entreprise, il y a plein d'avantages pour tous. Pour un collaborateur, on parle beaucoup de ces enjeux de bien-être en entreprise, et de plus en plus. On a un peu passé, j'ai l'impression, cette époque du baby-foot dans l'entreprise. On essaie d'aller chercher plus loin dans ce bien-être aussi. Et donc je pense que l'e-sport quand même qui touche aujourd'hui 7 Français sur 10, donc parle, enfin, en tout cas doit parler en entreprise. J'espère voir de plus en plus d'initiatives. Et puis là, quand je vois tout ce qui se passe chez OnePoint avec des LAN qui sont financés par l'entreprise, des joueurs, du coaching, des maillots, donc c'est vraiment honorable. Donc je suis vraiment très très content de voir ce type d'initiative. Ok, merci. J'ai peut-être une petite question pour nous côté OnePoint. On a déjà eu une initiative côté League of Legends en compétitif. Est-ce que toi, de ton point de vue, il y a d'autres jeux qui sont compétitifs et qui ont vraiment leur place en fait dans l'entreprise et qui pourraient être moteurs d'initiative côté OnePoint entre autres? Oui, complètement. Alors en fait, ce qui est bien dans l'e-sport, c'est qu'on a quand même cette habitude d'avoir des clubs omnisports. Donc c'est un peu une des différences qu'on a avec les clubs sportifs qui souvent sont monosports. Mais nous, on a des clubs qui sont omnisports, donc qui sont sur plusieurs jeux, différents jeux. Donc forcément que ça a sa place aussi en entreprise. Et je pense qu'il y a tout type de collaborateurs aussi en entreprise. Donc vous, pour l'instant, c'est beaucoup de League of Legends, mais j'ai entendu parler de joueurs Smash, aussi avec apparemment 2 pépites chez OnePoint. Donc certainement qu'on les verra sur des événements aussi. Et donc non, je pense vraiment que cette partie vraiment omnisport et différents jeux a sa place. Et voilà, tout simplement. Parfait. Moi, j'aurais plutôt une question qui va plutôt partir sur le côté justement réseaux sociaux et justement sur le côté LinkedIn par rapport à cela. Justement, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de LinkedIn plutôt que d'autres réseaux sociaux? Justement, on a plus l'habitude de Twitter, d'Instagram, ce genre de choses. Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi vraiment LinkedIn, surtout à une période où en fait, déjà l'e-sport, on ne connaissait pas du tout. Sur LinkedIn, encore moins du tout. Donc du coup, pourquoi est-ce que tu as voulu aller sur ce réseau-là? Plusieurs choses. Déjà, c'est une période où j'étais étudiant, j'étais en licence marketing, et c'est vraiment un moment de ma vie où on commençait à voir un peu des personnes qui commençaient à vivre de l'e-sport, un peu ces emplois aussi en club d'e-sport. Et je me suis un peu fixé ce challenge de me dire, OK, essaie de tout faire pour travailler dans l'e-sport à la fin de tes études, d'aller chercher ce contrat dans un club. Voilà, c'était un peu mon petit challenge à moi, en tout cas pendant mes études. Quand j'étais vraiment jeune, adolescent, j'étais beaucoup sur Facebook. Il y avait des groupes Facebook pour trouver des matchs sur Call of Duty, voilà, pour ceux qui ont joué un peu sur ce jeu. Ou encore plus tôt, avant, c'était compliqué, parce qu'avant, ça s'organisait sur des forums. Donc, on passait une semaine à organiser son match. Le week-end, ça se faisait quasiment jamais. On avait 50% de chance d'avoir un match à la fin de la semaine. Donc après, voilà, il y a eu Facebook où c'était beaucoup plus simple, parce qu'il y a des groupes Facebook. Et moi, j'avais créé un groupe Facebook qui rassemblait 1500 joueurs de Call of Duty et pour trouver des matchs de scrim, donc des matchs d'entraînement rapidement. Et ensuite, l'e-sport est rapidement passé sur Twitter.
Et là, c'est vrai que sur Twitter, moi, j'ai eu beaucoup plus de mal en fait à trouver ma place un peu dans ce modèle-là, surtout sur moi le modèle que je connaissais, qui était de connecter des joueurs entre eux. Et puis, en fait, je pense un peu comme tout étudiant, à un moment donné, on nous impose d'installer LinkedIn en cours en nous disant faites un profil, ça vous servira un jour. Et donc, je l'ai fait quand j'étais en BTS. Et puis, en fait, j'étais passionné d'e-sport. J'ai commencé au début à partager un peu des articles. Et je voyais qu'en fait, quand les gens étaient beaucoup plus intéressés par les articles que par mon CV. Et donc, je me suis dit, c'est marrant, les gens aiment ça, en fait, le gaming sur LinkedIn, les gens aiment ça. Et c'est une des choses que j'ai appris aussi dans mon parcours en marketing, c'est que un réseau social, souvent, il n'est pas là pour sa fonction première. Donc, on peut dire que LinkedIn, sa fonction première serait de trouver un emploi. Mais non, souvent, ce sont les utilisateurs qui en font son usage. Et souvent, qu'est-ce que veulent les utilisateurs? C'est se divertir et apprendre. Donc, il y a plein d'autres sujets qui ont leur place sur LinkedIn. Donc, c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Au début, en partageant des articles. Et après, c'est un peu effet boule de neige où en partageant des articles, on rencontre des personnes qui nous proposent de créer des projets communs. Puis ensuite, je devais écrire un mémoire pour ma fin d'études. Enfin, j'avais même 2 mémoires à écrire. Donc, un premier sur l'e-sport ultra institutionnel. Et ensuite, donc un de mes enseignants qui m'accompagnait sur le mémoire m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas un livre blanc ?» Et donc là, je me suis dit « J'ai trouvé l'idée top. » Donc, c'est là que j'ai appris aussi ce qu'était un livre blanc, le personal branding. Et puis, au fur et à mesure, en fait, ça a pris, la thématique a plu. Et puis, il y a des initiatives qui ont fait qu'aujourd'hui, on parle d'e-sport en entreprise. C'est devenu un vrai sujet. Et c'est pour ça aussi que je suis arrivé donc, chez Team Vitality, notamment pour travailler aussi sur la Ligue Corpo. Parce que du coup, tout matchait bien, quoi. J'avais ce profil B2B, en même temps fan d'e-sport, B2C, joueur aussi. Et puis, avec cette envie de développer l'e-sport en entreprise. Donc, du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est grâce à toi qu'on a une équipe e-sport chez OnePoint dans ce cas-là. Alors, même pas en partie, parce que quand je suis arrivé chez Team Vitality, il y avait déjà eu une phase de test de Ligue Corpo qui s'est déroulée pendant 6 mois avec des premières équipes. Donc, il y a vraiment des fondations qui sont arrivées. Et moi, je suis arrivé donc, un peu en support donc, à ces premières recherches qui ont été faites pour justement développer la Ligue, essayer de la faire monter en gamme. Donc notamment, c'est là qu'on a revu un peu toute la direction artistique de la Ligue, les packs entreprises, parce que c'est une compétition qui dure sur 1 an et les entreprises ont des packs de communication pour communiquer, donc on essaie de les accompagner un maximum. Donc j'étais un peu, j'ai envie de dire, de la seconde vague en tout cas de la Ligue Corpo, là où en tout cas beaucoup de joueurs de la Ligue Corpo connaissent Livius qui est administrateur de la Ligue Corpo. Lui a été là vraiment à la fondation du projet. Moi je suis arrivé donc juste après, plus pour structurer la partie vraiment marketing, quoi. Ok, super. Ok. Peut-être une petite question pour finir. Ton équipe favorite, peut-être pas la demander, je pense que tout le monde aura compris. Ouais. Alors j'aime beaucoup d'équipes quand même. Non, mais bien sûr, mais ouais. Quel est ton jeu favori? Alors, c'est compliqué toujours ces questions parce qu'on pense des fois à son jeu d'enfance. J'étais un joueur pendant longtemps. Et ton jeu compétitif? Un jeu compétitif favori? Non, je dirais TFT, maintenant, Teamfight Tactics. Voilà, jeu de plateau fait par Riot Games, donc dans l'univers de League of Legends, voilà, pour ceux qui le découvrent, qui est un jeu que j'adore. Donc voilà, c'est un peu le petit frère de League of Legends. Ok. Peut-être une petite LAN de TFT qui va arriver, sait-on jamais. Bon, on en discute, on en discutera, il n'y a pas de souci. J'étais en LAN il y a 2 semaines. On a 2 semaines pour faire ça, super. Il y en a une à la fin du mois, il y a la Nantes Arena, super LAN d'ailleurs sur TFT, donc pourquoi pas croiser des joueurs OnePoint aussi. Sait-on jamais, sait-on jamais. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup Hugo pour cette intervention et pour cette interview. Très instructive également. Du coup, je pense qu'il est temps de conclure les différents sujets d'aujourd'hui. Merci à tous les participants, merci à tous les intervenants qui sont passés devant la scène. Les applaudissements du public est toujours présent. Peut-être que vous, dans la prochaine émission, vous serez également dans le public. La prochaine émission qui sera du coup tous les premiers mercredis de chaque mois. Et du coup, la prochaine, ce sera le 6 décembre. Notez cette date parce qu'elle sera très importante. Nous, en fait, tout simplement, on a juste besoin de se dire un petit dernier au revoir avant le mois prochain. Quentin, alors, comment c'était cette émission pour toi actuellement? C'était génial, un retour finalement. J'ai changé de co-host quelque part. Peut-être encore changer aussi encore. Peut-être changer la prochaine fois encore, en espérant vous voir aussi avec Benjamin pour la prochaine fois. Et puis toujours ravi d'être là
avec toi. Ah, merci beaucoup. Eh bien, j'espère que vous aussi, ça vous a plu dans le chat et aussi dans le public. N'hésitez pas à mettre un maximum de cœur sur le chat pour tous les intervenants. Du coup, les intervenants ont tous été Shaq Nicholson, coach de Ligue Corpo de l'équipe OnePoint, Anthony Froissant et Tristan Tabanou pour les participants de la Ludundare et la création d'un jeu vidéo en un week-end. Et également de Hugo Gédio, numéro 1 dans l'e-sport et dans le gaming sur LinkedIn. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Le 6 décembre, n'oubliez pas.